On a tellement d'outils aujourd'hui, justement de digitalisation et d'intelligence artificielle. Comment c'est possible que ça soit arrivé en 2024? Et puis on doit dépoussiérer aussi les métiers de l'industrie. Tout ce qui est production, c'est pas attractif. On pense à Charlie Chaplin souvent. Je pense qu'il y a un avenir vraiment pour la femme sur le marché du travail. On était en avance finalement. Exactement, je pense qu'on était clairement en avance. Tout à fait vrai, donc c'est le Valais contre le reste du monde. Bienvenue dans cette interview Alpa City. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophia Dini, déléguée à l'économie et à l'innovation à l'État du Valais. Ensemble, nous allons explorer le dynamisme de l'innovation en Valais, notamment à travers l'Institut Énergie-Polis. Sophia nous parlera de son parcours, des forces de l'écosystème local, des atouts du territoire et des transformations à anticiper à l'ère de l'intelligence artificielle. Bonjour Sophia. Bonjour Delphine. Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Alpa City. C'est un plaisir de te recevoir. On va parler bien sûr du Valais, d'énergie, de technologie. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours ? Moi, j'aimerais déjà te remercier de m'avoir invitée parce que c'est un plaisir de pouvoir pas parler de moi, mais parler du Valais, qui est cher à mon cœur. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, alors effectivement, mon parcours, donc j'ai un parcours d'économiste qui est pas très traditionnel pour une femme qui vient en plus du Valais. Donc j'ai choisi l'économie non pas par vrai choix pesé, mais parce que mon frère en faisait au collège, enfin au gymnase. Puis je me suis dit, finalement, pourquoi pas suivre la voie de mon frère. Puis ensuite, j'ai fait HEC Lausanne pour des mauvaises raisons à nouveau, puisque mon frère m'a dit que je n'y arriverais jamais. Donc voilà, j'étais déjà dans le défi, donc j'aimais déjà le défi. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, départ, je pars à HEC Lausanne. Bon alors, j'ai un certain âge maintenant, donc c'était encore la licence avec un première année de tronc commun. Et puis, à partir de la première année, donc il fallait décider sa spécialisation. Puis comme je détestais l'analyse financière, je suis partie en économie politique. Et ça a été un choix vraiment très intelligent puisque finalement, je me suis passionnée et je me passionne toujours pour la politique économique et pour l'économie d'une manière générale. Mais ayant fait de la microéconomie, donc je m'intéresse vraiment au tissu économique et à ce qui se passe au niveau de l'individu, puisque moins en fait à la géopolitique et à la macroéconomie. Ensuite, je devais partir à Londres, à la LSI, pour faire un master en histoire économique. Donc, un choix quand même assez surprenant puisque j'ai pu être aussi assistante d'un professeur de HEC Lausanne pendant mes études, qui était Jean-Christophe Lamblay, plutôt justement dans l'économie appliquée. Donc, c'était un choix assez surprenant, mais j'ai toujours aimé en fait l'histoire économique qui m'a vraiment passionnée aussi pour le Valais. Et voilà, j'ai renoncé à partir à la LSI parce que non, mon cœur balançait trop pour l'économie politique suisse. Et je suis partie travailler au SECO. Et là, j'ai vraiment découvert en fait le marché du travail, le chômage d'abord et ensuite les salaires. Donc ça a été vraiment une motivation pour moi de me rendre compte qu'il y avait toute une série de problématiques liées à la politique économique suisse, en particulier au niveau des salaires et du chômage. Donc j'ai quand même décidé de faire un doctorat, raison pour laquelle je suis allée frapper à la porte d'Yves Lukiger à Genève, à l'Université de Genève. Il a eu la gentillesse de m'accueillir. J'ai travaillé une année à l'Observatoire universitaire de l'emploi. Et là, j'ai fait une recherche pour le canton du Jura sur les différences de salaire entre femmes et hommes. Et voilà, ça a été le thème de ma thèse, donc les différences de salaire entre femmes et hommes. Et puis quand je vois où on en est encore aujourd'hui, je me dis que finalement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc oui, c'est des choix finalement qui étaient peut-être un peu surprenant au départ, et puis finalement la passion est venue avec le temps et les années. J'ai surtout rencontré des gens extraordinaires qui m'ont vraiment poussée en fait dans ma passion, parce que j'étais quelqu'un d'assez insécure, j'avais pas vraiment confiance en moi, et puis donc j'ai eu la grande chance dans mon parcours professionnel de rencontrer des gens extraordinaires. Il y a eu d'abord Boris Turcher, justement le chef de la politique économique du SECO. Ensuite, il y a eu justement Yves Lukiger,
comme professeur en économie politique et ensuite comme recteur de l'Université de Genève. Et puis, quand je suis partie 2 ans aux États-Unis comme visiting scholar à Berkeley, là aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, des profs extraordinaires, une expérience extraordinaire aussi. Et quand je suis revenue en Suisse, ma passion pour le Valais m'a vraiment... alors, pas uniquement pour on peut pas tout dire. La question économique, mais disons, voilà, je suis revenue en Valais. Et là, j'ai aussi rencontré un homme extraordinaire puisque le président de la ville de Sion de l'époque, Marcel Maurer, a cru en moi et il m'a donné mon premier job hors académique. Donc, ça a été vraiment une opportunité pour changer de parcours et puis pouvoir vraiment mettre en application en fait tout ce que j'avais étudié pendant toutes ces années, que ça soit au niveau de mes études ou au niveau effectivement du doctorat. Moi justement, je suis très intéressée quand même j'ai envie de te poser des questions sur ce doctorat donc, où tu as fait de la recherche sur l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. J'imagine que tu as aussi vu ça de manière... tu parlais peut-être des États-Unis, tu as pu peut-être voir des différences déjà en Suisse, à l'international, et puis peut-être un peu plus précisément dans le Valais ou dans le Jura où tu as mené ces recherches. Oui, effectivement. Bon, alors peut-être par rapport à ce que j'ai appris pour moi-même, c'est que je ne serai jamais payée autant qu'un homme toutes choses égales par ailleurs, donc pour la même fonction et pour le même travail, qu'il est difficile aussi d'atteindre en fait un niveau de poste qui soit égal aux hommes. Alors ça, vraiment, le plafond de verre, ça a été une surprise pour moi parce que je me rendais pas compte à quel point il fallait travailler le double pour obtenir les mêmes prestations qu'un homme. Et puis finalement, ce qui est hyper compliqué en fait, c'est que dans la même fonction, alors déjà, il faut trouver un homme et une femme, donc il faut trouver des couples qui font le même job et qui ont le même salaire. Donc on voit qu'on a quand même encore un rattrapage. Et le fait, effectivement, qu'on soit dans un marché du travail qui est dicté principalement en fait par les besoins des hommes et pas par les besoins des femmes, ça a souvent été l'excuse en fait de dire, ou plutôt l'explication de cette différence ou de cet écart entre les salaires des femmes et des hommes, c'est le fait qu'on travaillait d'une manière flexible, c'est-à-dire plutôt à temps partiel. Et puis c'est cette diversité en fait de la femme. Et aujourd'hui, on voit que ce marché du travail répond à ses besoins, c'est-à-dire d'avoir des emplois flexibles et diversifiés. Donc, je pense qu'il y a un avenir vraiment pour la femme sur le marché du travail. On était en avance, finalement. Exactement. Je pense qu'on était clairement en avance. Non, mais j'en rigole aujourd'hui, mais clairement, si on voit aujourd'hui, avec l'apport justement de la numérisation, de la digitalisation, on voit qu'on peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir pas cette flexibilité et cette transversalité au niveau des compétences. Et la femme, là, de base, déjà, parce qu'elle s'occupe en particulier de la famille, c'est très cliché, mais quand même, on voit d'une histoire, que quand même, malgré le fait qu'on a une baisse de la fécondité des femmes, on s'occupe quand même de la famille, donc on s'occupe de plusieurs jobs en même temps. Et on a cette flexibilité, on arrive à organiser notre journée pour faire plusieurs jobs en même temps. Et ça, je pense que c'est une qualité aujourd'hui, parce qu'on peut se permettre d'être monocentré sur une seule tâche et qu'on doit avoir cette flexibilité et cette multi-tâche, compétences dans le marché du travail auquel on est confronté aujourd'hui. Alors, par rapport aux différences avec les États-Unis, c'est clair qu'à l'époque, alors j'ai eu la grande chance d'aller au sein du berceau des Gender Studies à Berkeley, donc l'Université de Californie, et la problématique se posait de la même manière qu'en Europe, et je pense qu'elle se pose toujours. Et peut-être l'avantage de l'Europe, c'est cette flexibilité de formation, ce qu'on n'a pas encore aux États-Unis. Alors déjà, en Suisse, on a cette particularité de l'apprentissage, mais qui est une force aujourd'hui encore plus intense que ce que c'était il y a quelques années. Et puis, ces ponts qu'on peut faire entre une formation de base, une formation d'haute école, et puis on a plusieurs possibilités au niveau, en fait, du changement de parcours, ce qui n'est pas le cas, en fait, aux États-Unis. Donc, c'est très encore tracé au niveau de la formation. Donc, ça, c'est vraiment très compliqué. Ouais, la progression sociale, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui est un peu plus difficile à atteindre, voire... Disons qu'on n'a vraiment pas cette flexibilité. On choisit une formation, on est destiné à un métier
qui est en fait au bout de cette formation. Tandis que chez nous, on peut tout à fait commencer un apprentissage et puis ensuite complètement virer de bord au niveau de la compétence et du type de job qu'on veut faire. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une force en fait à la fois de la Suisse au sein de l'Europe par rapport au reste du monde. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience en fait de la qualité de notre système de formation en Suisse et en Europe. Ouais, c'est vrai. Mais particulièrement en Suisse, c'est vrai que tu soulignes l'apprentissage, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, suite à cette première chance en Valais, est-ce que c'était déjà dans ce système d'innovation pour le canton du Valais? Enfin, tu étais déjà... Alors oui, effectivement. Donc, j'étais déléguée à l'économie de la ville de Sion. Puis c'était tout au début, en fait, du campus Énergie-Police. Donc, c'est-à-dire en 2012, l'État du Valais a signé une convention avec l'EPFL pour implanter des chaires de l'EPFL en Valais. Puis l'objectif principal, c'était de créer une chaîne de valeur complète, c'est-à-dire d'avoir la recherche fondamentale avec principalement l'EPFL, la recherche appliquée avec la Haute École d'ingénierie de la HESSO Valais-Wallis, et puis le développement et la valorisation avec la fondation d'IARC, avec l'accompagnement de la fondation et de CIMARC, son bras opérationnel. C'est clair que comme le berceau du campus Énergie-Police est la ville de Sion, j'avais comme tâche d'accompagner la mise en place de ce campus Énergie-Police à Sion, qui s'appelait pas campus Énergie-Police à l'époque, mais c'était vraiment d'accompagner l'EPFL dans son implantation en Valais, en particulier à Sion. Il faut savoir qu'il y avait vraiment rien du tout. Et en plus, le lieu où s'est implanté le campus, c'était un quartier industriel avec plutôt de l'artisanat, donc clairement qui ne se prêtait pas du tout à implanter des écoles et des étudiants. Donc c'était assez complexe. Il a fallu aussi repenser le quartier, il a fallu aussi attirer les profs. Ça, c'est vrai qu'il y a peu de profs qui voulaient venir en Valais au départ, donc de l'EPFL. C'était beaucoup plus sympa d'aller à Lausanne avec Cublan que de venir en Valais. Donc il y a eu un gros job en fait de promotion du Valais au départ. Et puis maintenant, je suis un peu le dernier mohican, si j'ose dire comme ça, dans le cadre de ce projet, puisque finalement, il y a beaucoup de nouveaux dans le projet. Tous les anciens qui ont mis en place le campus Énergie-Police soit partis à la retraite, soit ont changé de fonction. Donc, je suis restée... voilà. On est fidèle au poste. Fidèle au poste et toujours aussi passionnée par ce projet, toujours aussi heureuse de pouvoir apporter ma pierre dans ce projet. Oui, il y a encore beaucoup à faire. Hein. C'était le début. Selon toi, qu'est-ce que ça a permis, cette implantation de l'EPFL? J'imagine qu'il y avait déjà quand même un terreau assez prêt pour accueillir une école d'ingénierie. Oui, alors tout à fait. Alors, l'image qu'on a du Valais, c'est vraiment, effectivement, le fondant et la raclette. Oui. Mais le Valais, ce n'est pas ça. J'aime à rappeler, en fait, que le Valais, c'est aussi l'industrie. L'aluminium a été, finalement, l'industrie de l'aluminium a été le premier secteur qui a innové le Valais, qui a permis, justement, l'implantation du rail, qui a permis l'hydroélectricité, qui a permis toute une série d'innovations au Valais. Puis, on sait que l'industrie, c'est quand même le premier apport de valeur ajoutée pour le Valais, puisque c'est quand même 27% du PIB valaisan. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce que finalement, on oublie un petit peu. Alors oui, j'adore la convivialité, j'adore le fondant et la raclette, mais le Valais, ça ne se résume pas uniquement en fait à nos atouts culinaires. Donc oui, ce qui a été vraiment important dans la convention qui a été signée avec les PFL, c'est qu'on a su valoriser les compétences qui étaient déjà existantes. Déjà au milieu des années 80, même au début des années 80, Bernard Combi, donc le conseiller d'État de l'époque en charge de l'économie, et son chef de service du développement économique, Gilbert Fournier, ont eu la vision de dire on doit développer l'ingénierie et l'informatique en Valais. Donc, c'est eux qui ont poussé pour la création de la Haute École d'ingénierie. Alors, à l'époque, c'était pas la Haute École d'ingénierie, c'était l'école d'ingénierie, puisqu'il n'y avait pas encore les hautes écoles à l'époque. Et puis, l'école d'informatique à Sierre, également, qui est devenue ensuite la Haute École de gestion avec son institut d'informatique, qui est active déjà dans l'intelligence artificielle depuis ces années-là, depuis les années 90. Donc, oui, on a surfé, si j'ose dire, sur la vague des énergies
l'énergie renouvelable avec l'hydroélectricité, de l'ingénierie avec la Haute École d'ingénierie et de l'informatique, la digitalisation. On a aussi l'IDIAP, donc l'institut qui est reconnu nationalement de recherche mondiale en intelligence artificielle, qui est à Martigny, donc qui a été aussi fondé par le Valais, par la ville de Martigny, mais également par les PFL. Ça, c'est important de le rappeler, par Swisscom à l'époque. C'est intéressant de voir qu'il y avait déjà un terreau qui était propice pour ces domaines d'activité. Donc, ce qui a été très intelligent de la part de l'EPFL et de l'État du Valais, c'est de se dire finalement, quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences, et puis si nous devons en fait implanter des chaires de l'EPFL en Valais, il faut que ça soit dans les compétences qui existent. Puis l'autre force, ça a été de lier justement les compétences de l'EPFL avec les compétences en Valais, donc avec les compétences de la Haute École d'ingénierie et maintenant avec les compétences de l'école d'informatique, enfin de la Haute École de gestion et de l'Institut d'informatique à Sierre. Donc ça, c'est important, mais ce qui a vraiment apporté une plus-value au Valais d'avoir des chaires de l'EPFL en Valais, c'est la visibilité sur cet écosystème d'innovation qui existe maintenant depuis les années 80. Donc pour nous, on a aussi acheté la marque et le brand et le highlight, si j'ose dire comme ça, de l'EPFL sur le Valais. Et puis c'est un cercle qui s'auto-nourrit et il me semble aussi que tu parlais d'industrie, l'importance de pouvoir tester et de faire dans l'innovation. Il y a ce fameux dilemme de l'innovation, c'est quand on n'a plus à faire, on ne sait plus ce qu'il faut résoudre et on a du mal à innover. Oui, alors ça, c'est tout à fait juste. Alors, la Haute École d'ingénierie le faisait déjà. Ils ont des partenariats avec l'industrie depuis plusieurs années, en particulier avec les grandes industries. Maintenant, on a toute cette question de la décarbonation, qui est un domaine d'activité qui est vraiment très, très important et qui est mené justement dans le cadre des chaires de l'EPFL et des instituts de recherche de la HEI, donc qui développent des nouvelles technologies pour capter le CO2, le stocker et le redistribuer. Donc ça, c'est un de notre leitmotiv, en fait, de cet écosystème lié à l'énergie et à la chimie. Et puis, on avait déjà ces partenariats avec... la Haute École d'ingénierie avait déjà ses partenariats avec les grandes industries. Donc, ça a été très facile de mettre en contact les chaires de l'EPFL avec ces industries et puis de travailler ensemble. Pour nous, c'est important. Je dirais l'objectif principal du campus Énergie-Polis, c'est vraiment le transfert de technologie et de connaissances. Le transfert de technologie, parce que si on développe des nouvelles technologies dans des laboratoires et puis qu'on n'en fait rien, là, j'aimerais citer le professeur François Maréchal, qui, lui, est très pragmatique et puis qui déteste les brevets dans les cartons. Donc, qui cherche toujours en fait à transférer ces technologies soit à la société, soit justement au tissu économique. C'est vraiment important de pouvoir le faire. Donc, il faut comprendre les besoins de l'économie et du tissu économique. Et puis, il faut vraiment essayer de chercher, en fait, d'implanter ces nouvelles technologies dans le cadre réel du tissu économique. Sur de l'application. Ouais. Alors, justement, tu as parlé d'énergie renouvelable. Je sais que vous avez des secteurs prioritaires au Valais, dont l'énergie renouvelable, mais aussi la digitalisation et aussi plus précisément la santé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors volontiers. Alors, le problème principal, je pense qu'en fait, il se rencontre un peu partout aujourd'hui, c'est qu'on a des écosystèmes, mais des écosystèmes éclatés qui souvent ne travaillent pas ensemble. Et en 2020, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de compétences dans tout ce qui était donc informatique, numérisation, digitalisation, intelligence artificielle, et qu'il fallait mettre ça en musique. Donc, on a créé un partenariat qui s'appelle le Swiss Digital Center, où on a mis autour de la table, en fait, un ensemble de partenaires qui ont les compétences qui vont sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, là, encore une fois, sur la recherche, sur la formation, sur le développement et sur la valorisation. Et on s'est mis autour de la table, on s'est dit finalement, dans quel domaine d'activité au niveau de la digitalisation devrait se concentrer, parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça, c'est une problématique qui est un peu partout. On aimerait trouver des solutions dans tous les domaines, mais on se rend vite compte que si on se disperse et on ne concentre pas en fait les forces, et ben finalement les résultats sont faibles. Et c'était justement ce qu'on ne voulait pas, on voulait des résultats forts. Et puis surtout, on voulait aussi attirer des moyens
pour ces résultats. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis autour de la table et on a réfléchi aux domaines qui étaient porteurs pour le Valais. Et un des domaines, évidemment, il y a eu l'énergie, donc ça c'est évident, le territoire, ça c'est une évidence aussi, mais la santé, ça en est une aussi, parce que si vous regardez un peu les courbes, enfin si tout le monde regarde un peu les courbes d'augmentation des coûts dans la plupart des cantons, c'est les coûts de la santé qui explosent dans les prochaines années. Et du coup, donc, c'est vraiment très important qu'on puisse réfléchir aux solutions pour diminuer ces coûts, mais pas uniquement. Notre philosophie, c'est de dire, c'est pas finalement... La santé, c'est pas uniquement les soins, mais c'est aussi la prévention. Et je pense qu'on est vraiment dans le bon canton quand on réfléchit pour se préoccuper de prévention. Effectivement, puisque dans un canton alpin, on fait beaucoup de sport, de montagne, et puis on a beaucoup de côtes en ce moment, justement, parce que beaucoup de gens aiment venir faire des trails en vallée. Donc, la question du mouvement, du sport et de la performance est tout de suite venue sur la table. On en a aussi discuté, donc on a mis autour de la table le groupe mutuel, la fondation d'IARC, le canton, la haute école de gestion avec l'institut d'informatique, et puis on s'est dit, et puis la haute école de santé évidemment, et puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas de données et qu'on peut pas travailler sur des données pour améliorer en fait l'information pour faire de la prévention. Donc on s'est dit prenons un use case, prenons plusieurs use cases, montrons qu'on a les compétences pour réunir ces données, les anonymiser et puis surtout de pouvoir les sécuriser. Parce que ça, c'est très important pour pouvoir les exploiter et que si on est capable de le faire, on peut le faire après dans tous les autres domaines. Donc oui, on a un groupe de travail et ça, pour nous, c'est un domaine vraiment porteur pour le Valais. D'autant plus qu'on est en train de finaliser le bâtiment du campus du pôle santé sur le site de Champsec, donc le site de l'hôpital du Valais à Sion, où on retrouve la Souva, où on retrouve justement la clinique de réadaptation avec toute la problématique liée au mouvement, l'hôpital du Valais et puis la haute école de santé et aujourd'hui aussi Spark, qui est en fait le centre de la fondation d'IARC et de la ville de Sion sur les performances sport et mouvement, encore une fois. Je suis assez surprise et impressionnée par le nombre d'institutions et d'organismes qui sont autour de la table à chaque fois pour des projets. Comment on fait pour dialoguer en fait avec tous ces partenaires de différents horizons et d'arriver à faire quelque chose d'assez concret finalement? Alors ça, c'est peut-être le côté valaisan. Ouais. Effectivement, qu'on se retrouve assez régulièrement autour d'un apéritif. C'est assez simple de discuter ensemble. Non, c'est ça le secret, effectivement. Donc, on se connaît relativement bien. C'est un petit canton. Donc, effectivement, on a tendance à se croiser très souvent. Et on a effectivement une facilité de dialoguer. Donc, et puis comme on a tous envie d'aller vers justement des résultats qui sont forts et puis pas des résultats faibles chacun de notre côté, on voit l'intérêt en fait de travailler ensemble. Pour nous, c'est vraiment très très important dans un environnement qui est si petit de mettre nos forces en commun. Donc, c'est assez simple. En fait, les gens le font vraiment naturellement. J'ai jamais eu de problème à mettre quelqu'un autour de la table. Et puis, effectivement, la question de l'usine à gaz fait pas partie de notre dialogue, puisqu'on n'a vraiment pas envie de créer des usines à gaz. L'objectif, c'est de venir vers des solutions. Et si on n'a pas de solution à proposer, c'est qu'on n'a pas choisi soit la bonne dynamique, soit le bon sujet, et que du coup, vaut mieux arrêter et puis de passer à autre chose. Donc, non, alors honnêtement, je pense que c'est ce côté convivial. Alors voilà, l'avantage aussi d'avoir un terreau traditionnel qui aime en fait la bonne table et puis les bonnes choses de la table, je pense que ça aide aussi à mettre les gens autour de la table et discuter. Je pense aussi peut-être que la montagne qui était avant des environnements très durs où les gens devaient vraiment se soutenir, peut-être que ça reste aussi un petit peu dans la mentalité valaisanne. Enfin, je sais pas, je l'imaginais un petit peu comme ça aussi. Ça c'est tout à fait. Alors non, ça c'est tout
tout à fait vrai. Donc, c'est le Valais contre le reste du monde. Ça, oui, il y a un environnement dur. Donc, non, ça, c'est une évidence. C'est de moins en moins dur, mais... non, mais on a tendance souvent à nous taper dessus dans le sens... pas dans le mauvais sens du terme, mais à dire plutôt que, on est loin des centres urbains. Effectivement, on a un petit peu coupé du monde. Donc, c'est vrai qu'on a tendance vraiment à se serrer les coudes. Parce que aujourd'hui, on n'a pas le choix. On prend souvent l'exemple actuellement que si tout d'un coup, ce tremblement de terre qu'on attend maintenant, bientôt depuis 100 ans, arrive, puis qu'on est coupé du monde, on est vraiment coupé du monde. Hein. Et c'est vrai qu'on va devoir serrer les coudes et puis on comptera évidemment sur l'espace aérien aujourd'hui pour nous aider le cas échéant. Mais c'est vrai que c'est la topographie du Valais fait que on a cette volonté de travailler ensemble. Je rebondis, en fait, on en avait parlé sur les derniers événements un petit peu un petit peu extrêmes, oui, je pourrais le dire climatiques. Il y a eu des éboulements, des routes qui ont été coupées, des personnes qui ne pouvaient plus accéder à leur habitat. Ça, c'est des choses qui vous ont touché assez récemment. Comment vous avez réagi face à ça, comment vous vous êtes organisé et aujourd'hui, quelles sont un peu les solutions pour être dans la prévention, un petit peu comme dans la santé finalement? Oui, alors effectivement, donc l'année passée, ça a été vraiment un été extrêmement difficile pour le Valais, donc en particulier sur la région de Sierre et Chipis. Alors, dans mon cas, parce que je m'occupe du tissu économique, en particulier des grandes industries, ça a été vraiment un moment extrêmement difficile puisque ça a touché Constellium et Novelis. Donc, on parle sur l'ensemble de la région, quand même 2000 emplois. Hein. Donc, c'est considérable. Heureusement, personne n'a été touché physiquement. Donc, on n'a pas eu de catastrophe personnelle. Donc, pour nous, ça, c'était quand même un soulagement. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup d'investissement de la part des deux principaux, et pas uniquement, des petites moyennes entreprises aussi dans la région, pour réhabiliter leur activité. Donc oui, on est en train de se poser la question en se disant, mais on a tellement d'outils aujourd'hui, justement de digitalisation et d'intelligence artificielle, comment c'est possible que ça soit arrivé en 2024 et surtout, il ne faut pas que ça se reproduise. Alors c'est clair, il y a des solutions physiques qui sont mises en place. On a remonté les digues, on a remonté le pont routier, on a supprimé le pont ferroviaire. Mais comment on pourrait prévenir ce type de catastrophe? Et puis on a réfléchi, alors maintenant on est en train de réfléchir à un jumeau numérique. On s'est dit, mais pourquoi pas utiliser vraiment ces technologies actuelles qui se font pour d'autres domaines d'activité, pourquoi ne pas les utiliser pour les catastrophes naturelles? Alors j'espère que ça va aboutir, effectivement toujours le même problème, le problème financier. Alors en Valais, on n'a jamais de problème de motivation, tout le monde est toujours motivé. On n'a pas trop de problèmes de ressources personnelles. Par contre, ça sera le problème financier. Est-ce qu'on réussira à réunir les montants nécessaires pour booster ce projet? Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on soit en fait les pionniers dans l'utilisation des technologies de jumeaux numériques pour pouvoir numériser justement l'ensemble d'une région, voire l'ensemble du Valais, et pouvoir insérer dans les algorithmes toute une série d'hypothèses pour pouvoir en fait tester ces hypothèses et voir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça serait vraiment une avancée pour nous pour pouvoir prévenir les catastrophes et surtout choisir ou plutôt désigner choisir plutôt des solutions de sécurisation qui soient adaptées aux événements qui vont venir. Voilà, prévention. On suivra de près ce projet. Il y aura des besoins ailleurs dans le monde, je pense aussi. Tu parlais des entreprises du Valais. Comment il se compose un petit peu ce tissu économique? Il y a des grandes entreprises, mais il y a aussi beaucoup de très petites entreprises. Oui, alors on a beaucoup de micro-entreprises donc, en Valais. On a très peu de grandes entreprises. Alors,
effectivement, donc on a beaucoup parlé, beaucoup poussé tout ce qui était chimie, pharma, biotechnologie, avec l'arrivée de l'EPFL au niveau du campus Énergie-Police dans cette partie chimie. Donc pour nous, c'est évidemment des secteurs qui sont à forte valeur ajoutée, qui permettent aussi de mettre en avant le Valais, mais on a un tissu traditionnel qui est aussi très très important pour le Valais. Le deuxième secteur qui crée de la valeur ajoutée en Valais, c'est la construction. Alors, qui est décrié au niveau suisse, mais même dans la construction, on peut faire de l'innovation. On a, typiquement, là, j'ai discuté encore dernièrement avec une associée d'un bureau d'architectes qui est très, très sensible sur toutes ces questions, en fait, de durabilité dans la construction et qui aimerait qu'on devienne modèle dans toute la réutilisation de matériaux pour la construction. Et on a la chance d'avoir un architecte cantonal qui est très ouvert à ces questions et qui lui a donné, si j'ose dire un peu comme ça, il m'en voudra, un terrain de jeu pour tester en fait, ces nouvelles techniques. Et je pense qu'on ne doit pas oublier, effectivement, le tissu économique traditionnel. Je pense aussi, évidemment, à la mobilité, je pense au transport, parce qu'on a aussi beaucoup d'entreprises de transport en Valais qui sont aussi très forts et qui utilisent les nouveaux outils de digitalisation pour des choses qui peuvent être très simples. Hein. Ça peut être justement pour aider le chauffeur, pour pouvoir finalement soit enregistrer des parcours, mais aussi pouvoir l'aider pour se poser, enfin pour le nombre d'heures, etc. Donc, il y a toute une série, en fait, de technologies de digitalisation qui peuvent vraiment alléger, en fait, le travail aussi dans des secteurs d'activité qui sont traditionnels. Et ça, c'est très important pour nous. On organise dans le cadre du Swiss Digital Center aujourd'hui des Digital Series qui ont lieu 4 à 5 fois par année où on cible un domaine d'activité précis dans lequel on aimerait, où on a peut-être des modèles, des entreprises qui ont mis en place des outils digitaux qui ont servi pour leur activité, qui peuvent transmettre aux autres entreprises. On l'a fait justement dans le cas du domaine des transports, et puis on le fait dans d'autres domaines. On a remarqué dans le cadre aussi du Swiss Digital Center, on a ce programme de maturité digitale qui nous permet en fait de se rendre compte quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontées nos micro-entreprises par rapport à la digitalisation. On se rend compte qu'un truc tout simple, ils n'ont pas de RP. Et aujourd'hui, si on veut implanter toute une série en fait d'outils digitaux, on doit commencer par numériser son activité. Si on numérise pas son activité, ça devient très très compliqué en fait d'appliquer les nouvelles technologies à l'activité de l'entreprise. Donc c'est des choses très, très simples. On est très pragmatique dans ces programmes, mais ça nous permet vraiment de pouvoir cibler des programmes d'impulsion, d'aider nos micro-entreprises dans l'implantation et dans la transformation digitale. Donc, notre tissu économique est vraiment composé d'entreprises traditionnelles, mais également d'entreprises très pointues en termes aussi de mécanique de pointe, en termes de pharma. Il y a des choses vraiment exceptionnelles. J'aime beaucoup raconter cette histoire parce que on a une entreprise qui s'appelle Eversys, qui est née en Valais, qui est née de J'adore cette histoire. Ah ouais, donc qui est née de la haute école d'ingénierie, donc on se rend pas compte, hein, mais finalement, voilà. Le fondateur en fait de la société, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, qui était un homme extraordinaire, Jean-Paul Inalbon, a commencé dans son garage. Donc il a dessiné sa première machine à café dans son garage sur une feuille de papier. Hein. J'ai eu la grande chance d'avoir la présentation de cette machine à café à la base de sa part, donc à Ardon, là où il a fondé donc la société. Hein. Il nous a montré cette feuille de papier où on voit vraiment le dessin de la machine à café. Et l'idée est très très simple. En fait, il voulait une machine à café qui soit capable de faire un café qui soit digne d'un barista en Italie. Et quand on voit aujourd'hui ce que c'est Eversys, qui a été racheté par Delonghi, donc à 100% aujourd'hui, mais qui a son site de production à Sierre, à Daval, et qui a comme client Starbucks, on se dit, bah voilà,
voilà, il y a des pépites qui peuvent naître aussi en Valais. Et je pense que grâce à l'EPFL, aujourd'hui, on a cette visibilité sur des pépites de ce type-là. Il y en a plein d'autres. Hein. Je peux en citer Mimotech, Gotech, Studer Innotech. C'est chou parce qu'ils ont tous un peu la même finale, mais qui sont tous nés effectivement de la Haute École d'ingénierie. Donc on voit qu'on était précurseurs dans les années 80 en voulant créer une école d'ingénieurs en Valais. Hein. Et Eversys me fait penser aussi, on a eu des liens avec eux parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'intelligence artificielle. Alors, c'est drôle aussi de voir qu'ils sont vraiment dans le concret de la production de machines à café, mais qu'ils ont déjà cette vision d'intégration des outils d'intelligence artificielle dans leurs machines, dans tout ce qui est service après-vente ou autre. Sur ce point d'intelligence artificielle, je sais que vous avez l'IDIAP et puis il y a d'autres entreprises qui commencent à s'y intéresser, mais quel a été un petit peu ce que vous avez pu mettre en place ou les réflexions que vous avez eues autour de ça par rapport au tissu économique valaisan? Alors, effectivement, au même titre que... Alors, on a plusieurs initiatives, il faut être assez clair. Voilà, tout le monde a envie maintenant d'appliquer cette intelligence artificielle, enfin de trouver le moyen en fait d'intégrer dans sa technologie ou alors dans sa gestion l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on a remarqué dans le même cadre en fait de ce qu'on fait avec la maturité digitale, c'est d'essayer de comprendre vraiment le besoin, d'accompagner via justement CIMARC et la fondation DIARC. On travaille énormément avec notre fondation Pôle Innovation qui a été créée en 2004 par l'État du Valais pour accompagner, pour aider en fait ces entreprises, parce que le vrai problème c'est de comprendre le besoin. Parce que finalement, tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais ne comprend pas vraiment comment il peut intégrer cette intelligence artificielle. Donc, il doit comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle... Bon, puis on n'aime pas trop ce thème d'intelligence artificielle. Oui, on peut l'appeler autrement. Voilà, mais vraiment, c'est plus... En fait, c'est un outil qui est censé aider. Donc, pour aider, il faut comprendre, on a besoin d'aide. Pourquoi? Et c'est vraiment ce qu'on fait, en fait. On accompagne des entreprises, on essaye d'en voir en tout cas un minimum 30 par année, de les rencontrer. Alors, on a aussi des questionnaires, mais de les rencontrer et puis de comprendre quels sont leurs besoins et puis de les mettre en relation. Et ça, pour nous, c'est hyper important. C'est un peu comme l'agriculture, finalement, c'est d'avoir des circuits courts. C'est de montrer qu'on a des compétences en Valais, donc on a des techniciens, on a des instituts de recherche, on a vraiment des compétences qui permettent en fait d'intégrer des solutions dans ces entreprises. Donc, au moment où on a compris le besoin, on peut les mettre en relation avec le technicien. Quand je dis technicien, on s'entend donc avec l'expert ou l'entreprise intégratrice qui peut développer la solution pour cette entreprise. Et ça, pour nous, c'est très, très important. C'est ce qu'on appelle un peu, finalement, cet écosystème responsable. La responsabilité d'avoir des circuits courts et puis de faire connaître, en fait, le tissu économique et d'être capable, en fait, de pouvoir solutionner directement sur le territoire. On travaille évidemment avec la région, avec la Suisse romande. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, on fait partie intégrante des réseaux suisses, voire internationaux. Mais si on peut trouver une solution valaisanne, c'est clair que c'est important pour nous. C'est pas du chauvinisme. Non, c'est du circuit court. C'est du circuit court. C'est du circuit court. Et puis, c'est surtout, en fait, de montrer que l'intégration peut être simple du moment qu'on comprend la solution, qu'on comprend le besoin, et qu'on a la solution. Donc, ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde veut faire, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi il le fait. Donc, ça, pour nous, c'est un point essentiel pour intégrer l'intelligence artificielle dans les activités économiques. On voit aussi, il y a une tendance quand même qui arrive de grandes entreprises où malheureusement, on a des licenciements qui sont assez importants sur tout département d'entreprise. Avec l'arrivée de l'IA, est-ce que ça, ce sont aussi des questions, des réflexions que vous avez eues sur l'IA et l'employabilité en Valais? Effectivement, c'est un souci qui nous préoccupe, parce que ça veut dire l'automatisation ou
on parlera après de formation, mais c'est clair qu'on forme aussi les jeunes sur cette industrie 4.0, voire même 5.0 aujourd'hui. Donc une industrie intégrée avec des solutions où on a moins besoin de main-d'œuvre. Alors, c'est vraiment une problématique en fait qui nous préoccupe. Nous l'attaquons par la formation principalement. C'est vrai que pour nous, c'est très important en fait de pouvoir être capable d'adapter la formation aux métiers de demain. Moi, je suis plutôt convaincue, mais alors ça c'est plutôt personnel, je suis plutôt convaincue qu'en fait l'intelligence artificielle va certainement faire mourir un certain nombre de métiers, ou en tout cas la digitalisation telle qu'on pense aujourd'hui dans les activités économiques, mais je suis sûre que ça va en créer aussi de nouveaux. Il y a des nouveaux métiers qui vont être créés et je pense qu'il faut anticiper ces nouveaux métiers également. On l'a vu avec Internet, on a vu, il y a pas mal de métiers qui sont morts, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers qui sont nés. Donc, je pense qu'il faut anticiper et une des solutions chez nous, c'est vraiment cette formation. Après, il y a une autre question qui nous préoccupe, c'est effectivement le rythme, évidemment, plus long au niveau de la formation et de l'adaptation de la formation, et que du coup, on se retrouve dans le cadre, c'est le cas maintenant en Suisse, en Europe, de la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée aussi, ça c'est un sujet qui nous préoccupe et on a mis en place un programme dans le Haut-Valais qui s'appelle Viva et un programme dans le Bas-Valais qui s'appelle Valais for You, dont l'objectif est vraiment d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée en Valais. Quand tu dis main-d'œuvre qualifiée, c'est dans quel domaine d'activité ? Dans tous les domaines d'activité. Okay. Dans tous les domaines d'activité, c'est clair qu'on fait pas de la... Enfin voilà, on a des problématiques de main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines d'activité. Donc pour nous, c'est important d'être attractif et puis d'être compétitif. Alors c'est clair, tout le monde le fait, donc c'est un peu compliqué. Donc là aussi, on peut vendre le côté convivial, l'environnement qui est quand même plutôt attractif en Valais. D'ailleurs, on a vraiment profité de la période du Covid puisqu'on a eu un fort taux d'immigration en Valais suite au Covid, puisque les gens se sont rendus compte que finalement, on pouvait travailler un peu partout et puis que peut-être dans un environnement où la qualité de vie est supérieure, c'est important de le considérer aussi dans son choix de vie. Donc, c'est clair que ça, c'est aussi une préoccupation pour nous. Donc, oui, il y a la problématique, effectivement, du remplacement de certains métiers, voire de diminution de certains emplois, mais je pense vraiment sincèrement que ça va en créer de nouveaux aussi. Les pistes solutions pour cette main-d'œuvre qualifiée, si tu en as une ou deux à nous transmettre, c'est au niveau de l'apprentissage, de la motivation des jeunes, peut-être attirer les talents pour, comme on pourrait dire, stimuler la jeunesse à aller dans tel ou tel domaine. Enfin, ce sont des mesures concrètes, tout à fait. Plus concrètes. Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, nous on a plusieurs initiatives au niveau tout de suite des jeunes, en fait, dans la sensibilisation. Alors principalement au métier MINT. Alors pas uniquement. Donc on a un salon qui est organisé une fois chaque 2 ans, qui est un salon des métiers, qui permet vraiment en fait aux jeunes, avant même parfois le cycle d'orientation, donc il vient après le premier cycle primaire, de se sensibiliser à tous les métiers possibles. Ça, c'est important pour nous de vraiment pouvoir leur montrer la palette de métiers qui vous est offert. Et ça, c'est important. Vraiment très, très rapidement. Puis après, effectivement, on met beaucoup l'action en fait, sur les métiers MINT, sur les métiers techniques, parce que c'est là où on trouve quand même la plus forte progression de pénurie. Et puis là, on a plusieurs aussi initiatives. Donc, on a toujours dans le cadre du salon qui est organisé chaque 2 ans, mais on a également, donc, dans le cadre de la Haute École d'ingénierie, des programmes de sensibilisation pour les jeunes, et surtout pour les jeunes filles, parce que souvent, non, mais encore une fois, on en revient peut-être à la problématique homme-femme, mais effectivement, les jeunes filles, typiquement le code, l'électricité, tout ce genre de questions, en fait, c'est pas une évidence pour les jeunes filles de se dire, finalement, c'est un métier qui pourrait m'intéresser. Donc, on les sensibilise. Et puis, souvent, elles ont peur peut-être de se retrouver dans des classes avec des garçons. Donc, on a typiquement pour le code des classes qui sont dédiées uniquement aux jeunes filles. On appelle ça l'effet caserne, je crois. Ouais, alors oui, c'est vrai que
Ouais, j'aime pas trop en général, mais c'est vrai que ça les incite vraiment à s'inscrire. Et puis, c'est ça qui est chouette aussi. Hein. Et on est vraiment très surpris de l'intérêt. Hein. C'est souvent le mercredi après-midi et l'été. Donc, il y a des camps d'été et le mercredi après-midi. Et les jeunes s'inscrivent et ils viennent. Hein. Donc, on voit qu'il y a vraiment un intérêt. C'est pas parce c'est pendant leur temps de récréation, ils peuvent faire tout à fait autre chose. Et ils viennent, en fait, à ces ateliers. Et puis, ils sont super intéressés parce que, bon, c'est très ludique. Hein. Ils sont directement dans les labos, ils sont dans les ateliers, donc ils touchent vraiment réellement, ils construisent. C'est vrai que c'est hyper... Enfin, moi, si j'avais eu ça quand j'étais jeune, peut-être que j'aurais été ingénieure avec le recul. Maintenant, je me dis, j'ai peut-être pas choisi le bon métier. Que fait ton frère maintenant, d'ailleurs? Non, il n'est pas ingénieur, il était informaticien. Et puis maintenant, il est gestionnaire de projet, donc... Non, j'ai pas suivi sa voie. Faut s'arrêter un moment, faut prendre sa propre voie. Mais non, c'est important. Il y a aussi l'EPFL avec la promotion des sciences, qui a maintenant une antenne en Valais, qui fait aussi de la sensibilisation sur les métiers MINT, mais plus principalement sur la recherche. Et puis, on a aussi développé en collaboration avec la Lonza. Ça, c'est un projet magnifique qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à monter avec la Lonza. La fondation d'IARC, principalement le BioArc à Viège. J'ai pas parlé des sites de la fondation, justement. Du BioArc de Viège, qui est un incubateur donc, pour des startups qui sont dans la biotechnologie et la chimie. On a monté en fait un centre de sensibilisation au métier MINT, MINT World. Donc nous avons payé une partie des investissements et la Lonza paye en fait le fonctionnement, c'est-à-dire les moniteurs de cette plateforme. Et les jeunes adorent. Les jeunes adorent aller là-bas parce que c'est vraiment, on touche, on fait, on expérimente, on comprend, et puis on est drivé par des gens qui viennent de l'industrie. Donc, c'est pas quelque chose d'abstrait. Et ça, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'inciter les jeunes à partir d'être intéressés, passionnés par un sujet, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, dans le cadre du centre de formation en technologie industrielle, qui était un centre de formation qui a été, à l'époque, qui appartenait à Constellium et Novelis, qui a été repris par le canton du Valais, on a une mini industrie 4.0. Alors, c'est super attractif aussi. C'est génial, en fait, de voir voilà, comment ça fonctionne, l'industrie de demain avec l'intelligence artificielle, la commande qui arrive du client, tout qui se fait tout seul. Donc ça, c'est vraiment super attractif pour les jeunes. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qui donne envie, quoi. Et puis, on doit dépoussiérer aussi les métiers de l'industrie, les métiers des entreprises. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a encore une image... de la production, je dirais. Tout ce qui est production, c'est pas attractif. On pense à Charlie Chaplin, souvent. C'est vrai, on a du mal à sortir de cette image, ouais, exactement. Pourtant, les industries, aujourd'hui, si on met les pieds dans une industrie, et je pense aussi à Eversys, c'est propre, c'est blanc, c'est magnifique, on est d'accord. Oui, c'est même très technologique. Oui. Peut-être trop technologique, je sais rien. Non, pas trop technologique, c'est ça qui est génial, parce qu'aujourd'hui, alors déjà, moi, ce qui m'impressionne, chaque fois que je vais visiter un site de production, ce qui m'impressionne, c'est déjà la machine de base. Les machines sont énormes, enfin, c'est vraiment... la technologie, de ce qui se passe au travers de cette machine, c'est vraiment... c'est impressionnant. Par exemple, quand je suis allée chez Novelis, donc l'année passée, malheureusement, c'était assez triste, parce que c'était suite aux inondations, mais de voir en fait la machine de presse de l'aluminium, c'est impressionnant de voir la technologie qu'il y a derrière, et puis tous ces moteurs, et c'est extraordinaire, toutes les petites pièces. Alors moi, je suis pas ingénieure, je connais pas tout, mais ça me passionne. Je trouve ça passionnant. Et effectivement, derrière tout ça, en plus, il y a vraiment de la technologie, il y a vraiment de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Enfin, on voit que maintenant, on peut plus être un simple technicien de la machine. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Et les sites de production changent. Alors, c'est clair, si vous avez visité Novelis ou Constellium, on est dans des vieux bâtiments. Il faut faire fi, en fait, du vieux bâtiment, parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment moderne. Et c'est vraiment... c'est à l'avant-garde. En plus, c'est vraiment deux entreprises qui veulent faire du recyclage, qui veulent faire du net zéro, qui concrètement investissent pour des nouvelles technologies, pour moderniser, en fait, leur outil de production. Du coup, c'est vraiment le bon moment, si j'ose dire, pour travailler dans la production aujourd'hui, quoi. Production, numérisation, environnement, espace. Tu as très bien vendu le Valais, Sophia. J'ai même hésité à me dire, est-ce que je déménagerais pas là-bas? Non, mais alors...
peut-être je parlais un peu trop du Valais, mais en fait, j'étais aussi invitée pour ça. Hein, mais c'est clair qu'on travaille. Non, mais j'ai quand même envie de le dire. Alors, on est partenaire d'Alpaï City. C'est la CIMARC, donc, qui est le bras opérationnel de notre Fondation pour l'innovation, qui existe d'ailleurs avant la Fondation, hein, qui accompagne, qui s'occupe, le secrétaire général est chez CIMARC de Cleantech Alps. Je veux dire, on travaille vraiment de concert avec principalement, évidemment, la Suisse romande, mais aussi la Suisse. Hein. Et grâce aussi à l'EPFL et au campus Énergiepolis, on fait partie de Switzerland Innovation. Donc ça, c'est important. On a un vrai réseau national. Puis ça, j'aimerais vraiment que ça ressorte aussi dans notre échange, parce que je ne suis pas chauvine, encore une fois. Non, mais je comprends tout à fait. Oui. Je pense sincèrement que c'est ensemble que les résultats sont forts et que ce n'est pas de faire chacun notre truc de notre côté que ça va marcher. Vous avez aussi le fait que le canton soit bilingue, beaucoup de collaboration avec Zurich ou plus largement la Suisse alémanique. Alors... Non, je me posais la question, je me disais par proximité de... Non, alors pas vraiment. Non, mais alors pas vraiment. Alors plutôt le Haut-Valais, mais encore une fois, on a une mini-Suisse en Valais, si j'ose dire. Il y a la partie suisse romande et il y a la partie haut-valaisanne. La partie suisse, pas suisse, la partie bas-valais, les hauts-valaisans disent toujours il y a la partie bas-valais et la partie haut-valais. Donc nous, on a quand même le Valais central et le bas-valais. Donc effectivement, il y a cette scission entre les deux parties pour les enjeux économiques. C'est vrai qu'on se rend compte qu'eux, ils sont plus proches en fait du bassin bernois et du Ricois, et nous, on est quand même plus proche en fait de la Riviera. C'est vrai que ça, c'est peut-être une faiblesse encore du Valais, c'est qu'on a un peu de la peine à vraiment être une seule entité, mais on travaille quand même vraiment bien avec, on a 2 antennes régionales, on a l'antenne région Valais roman et pour le Bas-Valais et le Valais roman. Et puis, on a donc le RVO, qui est l'antenne du Haut. Et on essaie vraiment de travailler ensemble et puis d'avoir les mêmes objectifs. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et on a quand même cet accès, pas par le Bas-Valais ou le Haut-Valais, j'aime pas faire cette scission, mais plutôt par justement cette volonté d'être une force commune et puis d'être intégré dans des réseaux nationaux et internationaux. Et ça, je pense, c'est plus important que de dire, par le Haut-Valais, on va se rapprocher de Zurich. Non, c'est tout le Valais qui doit se positionner dans l'ensemble de la Suisse, et ensuite la Suisse qui doit se positionner au niveau international. Moi, je pense que ça, c'est très, très important. Ouais. Absolument. Mais non, on sent que le Valais est en Suisse romande. Hein. On arrive un petit peu à la fin de cette interview. Merci infiniment. J'avais quand même mes 2 petites questions de fin. La première qui serait une recommandation d'un livre, d'une chaîne YouTube ou d'un podcast pour partager à la communauté. Oui, alors... Comme je suis en train de lire la trilogie de Silo de Hugh Howey, je me suis dit que c'était un bon exemple, puisqu'on a beaucoup parlé de société, de vie en communauté, d'écosystème, de vivre ensemble, de force ensemble. Alors, je ne sais pas si tu connais la trilogie. Mais si tu arrives à nous dire quelques mots, alors, je vais vous dire quelques mots, effectivement. Donc, on est dans une phase post-apocalyptique. Donc, apparemment, il y a eu dans le monde donc une guerre nucléaire qui a rasé toute la Terre, et donc il y a un silo. Apparemment, il n'y aurait plus que 10 000 habitants sur Terre qui vivent dans un silo sous terre. Et ces 10 000 personnes doivent donc cohabiter selon des règles relativement strictes qui sont dictées par un pacte. J'aime vraiment beaucoup cette idée, parce que c'est vraiment de se dire finalement on doit vivre en communauté pour un même objectif, survivre. Alors c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe si justement quelqu'un dévie de ce pacte. Et comment puis, il gère ça. Exactement. Okay. Il y a toute la question en fait aussi de la vérité, de savoir mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi on nous cache qu'est-ce qui s'est passé sur la surface de la Terre. Donc c'est vraiment très très intéressant. J'aime bien parce que ça fait vraiment ça fait vraiment un parallèle avec tout ce qu'on vit dans ces écosystèmes aujourd'hui. Et j'arrive à faire ce lien entre le livre que je suis en train de lire maintenant, et c'est passionnant. Bon, moi je suis une fan de science-fiction, donc effectivement, donc ça me parle, mais ce qui me parle, c'est vraiment l'aspect social et économique
de l'écosystème de ce silo. De comprendre l'humain. Oui, du fonctionnement, du rôle de chacun dans la communauté, de l'importance de quel type d'activité. Ça, c'est un élément qui ressort beaucoup. Est-ce que c'est moi qui suis plus important que l'autre? Qu'est-ce qui fait vivre le silo? Tout le monde pense que chaque activité est l'activité qui fait vivre le silo. Donc, c'est intéressant puis de comprendre que peut-être que non, c'est vraiment l'ensemble qui fait vivre le silo et c'est l'ensemble qui fait la force. Contribution, donc, voilà. Je crois que c'est important. Oui. Et puis, une personne que tu peux nous recommander qu'on pourrait inviter sur la chaîne YouTube. Alors, moi, je vous recommande vraiment d'inviter Laurent Cibaud, qui est le responsable de l'Institut informatique de la Haute École de Gestion de la HESSO Valais-Wallis, qui est un précurseur dans tout ce qui est intelligence artificielle et digitalisation, qui est un passionné de ballon. Je ne savais pas. C'est ça qui est très intéressant aussi, parce qu'effectivement, il pilote des ballons. Donc, ça, c'est aussi très, très intéressant. Je crois qu'il a fait plusieurs courses, mais c'est à lui de vous en parler. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de passionnant dans toutes les questions en fait d'informatique. Il a toute l'historique, justement de l'évolution dans cette question de passer du code, de la programmation vers l'Internet, vers l'intelligence artificielle et puis aujourd'hui vers cette intégration dans le système et dans le tissu économique. Et puis en plus, il fait partie du comité scientifique suisse, donc la commission scientifique suisse au niveau fédéral. Donc il a accès à toute une série d'informations très intéressantes sur ces questions. On serait joué de l'inviter. C'est un très bon teasing. Merci infiniment, Sophia. Merci Delphine de m'avoir invitée. Et puis à tout bientôt. À tout bientôt, merci.